nous sommes dans une situation où il y a l'impunité qui gangrène la société et où il y a de plus en plus la culture du vol. Et je peux vous rappeler que nous avons bien suivi des vidéos où des dirigeants ou des responsables disaient on ne voit pas comment on va emprisonner des gens soi-disant qui ont détourné de l'argent. C'est une vision. On mène le Congo vers l'autodestruction. Vous avez en fait le schéma, les Congolais doivent le comprendre maintenant. On essaie de leur expliquer. Le schéma, c'est quoi? Il y a une minorité qui s'est accaparée de l'appareil de l'État, qui s'est énormément enrichie et qui estime qu'il faut continuer à paupériser. Mais cet enrichissement qui est illicite, parce qu'il est le fruit de la corruption, il est le fruit des détournements, il est le fruit de la fraude, il est le fruit de beaucoup d'antivaleurs. Alors, on vient devant les gens parler d'antivaleurs. Monsieur Christian Perrin, le Congo est l'un des pays les plus corrompus du monde. On vient de vivre une élection catastrophique, désastreuse. Vraiment, ça ne se passe de commentaire. Ça a été des élections de la honte. C'est le mot qui convient. Mais je crois que les Congolais ont réalisé qu'ils doivent sortir de la peur, que s'ils sortent de la peur, ils peuvent obtenir, parce qu'ils ont des droits, et ces droits sont constitutionnels, ils leur sont reconnus. L'expression, la manifestation et le reste. Bonjour, Monsieur Clément Mirassa, vous êtes président de la Fédération de l'opposition congolaise, ancien ministre du Commerce et ancien ministre du Développement industriel. Merci d'avoir encore accepté notre invitation pour décrypter l'actualité congolaise et internationale. Merci bien, Monsieur Christian Perrin. C'est un plaisir de me retrouver une nouvelle fois avec vous. Je vous en prie, Monsieur Mirassa. Bonjour, bonsoir à vous aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, fidèles téléspectateurs, très heureux de vous compter encore parmi nous. Likez, partagez, vous pouvez également nous soutenir en envoyant les étoiles. Si vous nous avez rejoints pour la première fois sur Télar TV, bienvenue et pensez donc à vous abonner. Moi, c'est Christian Perrin. Monsieur Clément Mirassa, nous allons commencer par le budget rectificatif exercice 2022, le budget congolais bien entendu. Pourquoi rectificatif et à quoi ressemble-t-il désormais? Merci bien pour cette question. Je crois que tout le monde a suivi un fait extrêmement important suite à la guerre, notamment entre la Russie et l'Ukraine, l'impact que ça a eu sur l'évolution des prix du baril du pétrole. Il y a eu comme conséquence une tendance haussière qui profite, semble-t-il, au Congo. Et vous savez que le budget 2022 avait initialement été fait sur une hypothèse de $64 le baril. Et au niveau du Congolais, le comité de gestion au niveau du ministère des hydrocarbures qui suit ces questions, au premier trimestre avait fixé le prix moyen des hydrocarbures congolais à près de $105 et au deuxième trimestre à pratiquement $117. Donc, il y a eu une évolution et cette évolution, conformément aux dispositions de la loi, recommande que le gouvernement fasse une loi rectificative pour tenir compte des recettes supplémentaires qui ont été engrangées. Je me rappelle, on a fait une émission à l'époque où je disais qu'on devrait estimer un peu ces excédents à près de au moins 700 et quelques milliards de francs CFA. Et le budget a été fait. Et du point de vue des recettes, le budget 2022 qui avait été arrêté à 1935 milliards de francs CFA en termes de recettes, cette fois-ci, les recettes sont montées à 2825 milliards en tenant compte de cette évolution haussière du prix du baril du pétrole. Donc, il y a eu un certain nombre de choses. La remarque que je ferai qui m'a beaucoup préoccupé, c'est que finalement, ce sont les traders et la Chine qui tirent grandement profit de cette hausse de nos prix et de l'évolution du taux de change au niveau du dollar à cause du problème que vous connaissez, la dette
nous devons tellement d'argent aux traders et à la Chine que finalement, ce sont eux les grands bénéficiaires. Et on a compris dans l'explication donnée par le ministre des Finances que le gouvernement a choisi de mettre un peu plus de 100 milliards, semble-t-il, dans un plan de résilience pour essayer d'avoir la maîtrise des prix, parce qu'il semble qu'il y a au plan mondial une montée terrible des prix, et essayer de maintenir le panier de la ménagère à un niveau quelque peu acceptable. Et il semble aussi qu'il y a quelque chose au plan énergétique. Malheureusement, actuellement à Brazzaville, il n'y a pas de carburant. Par contre, au niveau de ce budget, il y a un certain nombre de choses qui me préoccupent personnellement. C'est vrai que c'est la loi rectificative, mais j'espère que dans le budget 2023, ça sera pris en compte. Rien n'est dit en termes de recettes en ce qui concerne la lutte contre la corruption. Et moi, je suis toujours préoccupé de constater que nous sommes un pays qui a des grands besoins en argent. Nous avons des défis, des problèmes à résoudre au plan social. On va essayer, je pense, évoquer l'emploi. Pour que nous allions résoudre le problème de l'emploi, il faut que nous réglions le problème de la dette commerciale auprès des opérateurs économiques pour qu'ils puissent, bon, c'est vrai, il faut jeter quelques fleurs au ministre des Finances, puisqu'il a lancé un plan d'appurement de la dette commerciale, mais pour les créanciers qui ont au maximum 10 millions de francs CFA. Mais il y a les gros. Mais enfin, il y a, dit-on, déjà 204 créanciers qui sont concernés par ça. Et nous pensons que franchement, on ne peut pas continuer à faire souffrir la population alors qu'il y a de l'argent qu'il faut récupérer, cet argent qui a été dilapidé du Trésor public. Monsieur Christian Perrin, je vous ai dit à certains moments, j'ai souvent, dans ce cas de prix, l'exemple de l'Angola. Je vous ai souvent dit que l'Angola avait récupéré en 2019 5 milliards de dollars. Et en début de l'année 2022, ils ont récupéré 11 milliards de dollars. L'Arabie saoudite, un grand producteur du pétrole, avait mis au point un plan de lutte contre la corruption qui leur avait permis de récupérer, écoutez bien, monsieur Christian Perrin, 100 milliards d'euros. On ne peut pas comprendre que dans un pays comme le Congo, d'un côté, parce que ce qui frappe dans le budget qui a été présenté par le ministre des Finances, Roger Rigobert Angeli, c'est que malgré tout, quand on a fait tout ce discours, on arrive à la conclusion que le besoin de financement est de près de 407 milliards de francs CFA et qu'il faut rechercher. Mais pourquoi on est incapable de rechercher et de s'attaquer à la corruption? Vous dites rechercher 400 milliards de francs CFA, alors qu'il faut toujours le rappeler que 6 dignitaires de ce pouvoir, de ce système, détiennent à eux seuls 5 500 milliards de francs CFA dans les paradis fiscaux, sans compter les 14 000 milliards dont on parle à tous les temps ici. Où est-ce qu'ils veulent aller rechercher ça? Attendez, je vais vous faire sourire, monsieur Christian Perrin. J'ai souri lorsque j'ai suivi sur les médias congolais, lorsque j'ai lu dans les journaux congolais, que le président de la haute autorité de la lutte contre la corruption a organisé un carnaval pour sensibiliser les Congolais sur la lutte contre la corruption et il a donné un numéro vert qui est, je crois, de 123. Mais enfin, tous les problèmes de corruption, ils sont connus. Vous avez parlé des 14 000 milliards. On a évoqué assez souvent ce problème de 6 Congolais qui détiennent à eux seuls 5 500 milliards dans les paradis fiscaux. Mais vous savez bien qu'il y a ce problème de l'argent débloqué pour une route imaginaire de 137 kilomètres qu'on n'a jamais vu. Il y a eu ces problèmes à la CNCS, il y a eu ces problèmes à la crêpe, il y a tous ces problèmes qui sont connus de tout le monde. Et j'en arrive à la conclusion que j'ai souvent abordée avec vous. Le régime a choisi de protéger ceux qui se sont enrichis de façon illicite pour faire souffrir la population. Et vous allez voir que les élections, puisqu'on va en parler, ce n'est que la manifestation de ça, puisqu'on divertit les jeunes en leur remettant 2 000, 4 000 ou 5 000 francs, mais ce n'est qu'une portion, une partie de cet argent et que les Congolais devraient, et les jeunes qui sont pris dans ce jeu,
doivent savoir. Après, il ne faut pas qu'ils se plaignent de ce qu'il n'y ait pas de création d'emplois, tout ça, parce que ceux qui les endorment sont justement ceux qui sont à la base de la dilapidation. Alors, donc, on va revenir sur le budget, on va regarder un peu la ligne d'investissement dans le cadre, par exemple, de la création de l'emploi. Est-ce que vous avez quelques chiffres là-dessus sur l'investissement? Parce qu'il est arrivé des moments où, et certaines indiscrétions nous le disent d'ailleurs, que pendant beaucoup d'années, le Congo a arrêté les budgets ou les lignes qui avaient été affectées pour l'investissement n'ont jamais été justifiées. La preuve, c'est qu'il y a des infrastructures routières, par exemple, qu'on a construites au Congo avec les prêts chinois. Et on se pose parfois la question de savoir, mais pourtant, ces mêmes infrastructures étaient comptabilisées dans ces budgets-là. Où est passé donc cet argent finalement? Ben, c'est la grande question. C'est la grande question, M. Christian Pellet. Où va l'argent du Congo? Comment expliquer le lourd endettement? Comment expliquer le lourd endettement alors que nous avions des budgets qui dégageaient des excédents budgétaires? Vous voyez bien qu'on est dans un problème. Mais comme, je crois que je peux aussi vous rappeler qu'à un moment donné, avec le Fonds monétaire RFI, nous avons connu ce problème de la révélation de la dette cachée. Même quand il y a eu le problème de la restructuration avec la Chine, il est apparu aux yeux de beaucoup de Congolais qu'il y avait une partie cachée de cette dette, mais qui n'a pas été révélée aux Congolais, même pas aux parlementaires. Donc, nous sommes dans une situation que l'on ne comprend pas. Mais la difficulté, en fait, c'est quoi, M. Christian Pellet? On n'établit pas les responsabilités. On ne peut pas avoir atteint le niveau de dette que nous avons atteint sans qu'aucune responsabilité ne soit établie. Nous avons l'exemple du Mozambique et tout le monde en a parlé. Et au Mozambique, vous savez bien que ça a donné lieu à des procès qui ont touché les gouvernants et qui, pour certains, ont pris la route de la prison. Donc, au Congo, on a beaucoup de problèmes. D'ailleurs, pour vous donner une petite indication, nous sommes intéressés par une ligne, puisque c'est le ministre Andeli qui l'a dit. Le ministre Andeli a dit que le ministère des Finances a débloqué près de 32 milliards de francs CFA pour qu'on essaye de réhabiliter des tronçons de la route nationale 2, notamment au niveau de Inoni-Falaise, et puis un peu après, je crois, après Ngo, là-bas, en allant vers Gamboma et Oyo. Mais il a dit qu'il a fait la route et qu'il a constaté que les populations se plaignaient parce que les travaux n'avaient pas commencé. Cet argent a été débloqué, il est parti. Mais ce n'est pas la première fois, M. Christian Pellet. Nous sommes dans une situation où il y a l'impunité qui gangrène la société et où il y a de plus en plus la culture du vol. Et je peux vous rappeler que nous avons bien suivi des vidéos où des dirigeants ou des responsables disaient on ne voit pas comment on va emprisonner des gens soi-disant qui ont détourné de l'argent. C'est une vision, mais c'est une vision. Oui, mais évidemment, M. Clément Miras, à quoi ressemble donc cette société-là où on peut voler impunément, on triche, la corruption, à ciel ouvert, personne n'est interpellé? Où est-ce qu'on emmène le Congo? Où conduit-on le Congo aujourd'hui? Mais vers l'autodestruction. Un pays où tout est permis, mais vraiment tout. Tout sauf rien. Mais vous pensez qu'on mène le Congo vers l'autodestruction? Vous avez en fait le schéma, les Congolais doivent le comprendre maintenant. On essaie de leur expliquer. Le schéma, c'est quoi? Il y a une minorité qui s'est accaparée de l'appareil de l'État, qui s'est énormément enrichie et qui estime qu'il faut continuer à paupériser. Mais cet enrichissement qui est illicite, parce qu'il est le fruit de la corruption, il est le fruit des détournements, il est le fruit de la fraude, il est le fruit de beaucoup d'antivaleurs. Alors, on vient devant les gens parler d'antivaleurs. Monsieur Christian Pellet, le Congo est l'un des pays les plus corrompus du monde. J'ai bien admiré, j'ai entendu le président, enfin, j'ai suivi dans les médias le président de la haute autorité de lutte contre la corruption, se réjouir, et il met ça à son actif, que le Congo a gagné 3 places au niveau du classement des Transparency International. Mais j'en suis triste. Le Congo est l'un des pays les plus corrompus du monde. Et quand c'est le président de la haute autorité de lutte contre la corruption qui se réjouit de ça, je suis surpris. Tout simplement. Parce que l'indice de perception du Congo en 2021 était de 21 sur 100. Si vous avez une note de 21 sur 100
M. Christian Perrin, vous la classez où? Mais vous la classez dans les médiocres. C'est vrai qu'il y a eu comme un frémissement, puisque l'année d'avant, on était à 19 sur 100. Mais nous sommes toujours dans la médiocrité. Donc, comme quoi on se réjouit de la médiocrité au Congo-Brazzaville. Moi, je me suis dit, quand j'ai écouté le président de la haute autorité de lutte contre la corruption faire le carnaval pour sensibiliser les populations, je me suis dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Mais l'Amir Nguele a laissé des dossiers, et tous les Congolais le savent. L'Amir Nguele a laissé des dossiers dans lesquels plusieurs gouvernants sont impliqués. Pourquoi ne veut-on pas régler ces problèmes pour régler les problèmes de la majorité de la population? Non, on préfère protéger ceux-là qui se sont enrichis et continuer à faire souffrir la population. Monsieur Clément Birassa, je rappelle que vous êtes aussi un statisticien. Vous avez probablement pris connaissance, évidemment, de ce budget, notamment en termes de chiffres. Le budget exercice 2022, est-ce qu'il prend en compte un investissement dans les secteurs porteurs d'emploi au Congo? Moi, je pense, M. Christian Perrin, si on doit parler d'emploi, d'abord, il faut qu'on ait une visibilité sur la politique d'emploi. Moi, en ce qui me concerne, je pense que l'une des actions qu'il faut mener pour donner comme une impulsion à l'emploi, c'est de régler la dette commerciale, c'est-à-dire de payer aux opérateurs économiques ce que l'on leur doit pour que ces opérateurs économiques relancent leurs activités, parce qu'en termes d'emploi, M. Christian Perrin, nous pêchons beaucoup, parce que assez souvent, avec cette conception ancienne, nous avons mis la priorité sur la fonction publique. On s'est rendu compte que la fonction publique ne peut pas régler tous ces problèmes avec le lot de ces jeunes diplômés qui sont de plus en plus nombreux, etc. Ce qu'il faut, à mon avis, il faut donner une impulsion au niveau du secteur privé. Donc, il faut prendre, c'est pour ça que je crie. Et je pense qu'il faut œuvrer pour récupérer cet argent qui a été détourné, parce que ça donnerait un impact au niveau des opérateurs économiques. Et ensuite, il faut impulser les PME, mais par une politique d'entrepreneuriat et soutenir les jeunes. Parce qu'en termes d'emploi, ce sont les jeunes qui, en se lançant dans les projets, dans les PME, vont créer de l'emploi. Et aujourd'hui, on parle de l'agriculture. Qu'est-ce que l'on fait exactement pour impulser les jeunes pour qu'ils puissent y aller? Mais en fait, M. Christian Perrin, je crois vous l'avoir déjà dit, avec les excédents budgétaires, mais ce n'est pas prévu dans la loi rectificative. Mais je pense qu'on aurait pu avoir une ligne au niveau des banques pour que les banques soutiennent les jeunes et soutiennent l'entrepreneuriat privé. Mais on ne le fait pas. La fonction publique, elle est pratiquement saturée. Surtout, pendant un temps avec le pass et tout ça, on avait fait quoi? Le système, c'était une sortie, une entrée. C'est-à-dire qu'on attendait que quelqu'un aille à la retraite pour remplacer, bien entendu. Pour remplacer. Mais maintenant qu'on dit que la retraite est repoussée à 60, c'est bon, moi j'ai. Est-ce qu'on a des chiffres quand même sur les jeunes au Congo-Brazzaville? Est-ce qu'on a les chiffres sur les jeunes au Congo-Brazzaville, notamment les sans-emploi, les chômeurs? Est-ce qu'on a ces chiffres-là? Ça existe au Congo? Mais on devrait les avoir. Tout ce que je peux vous dire, c'est que sur la base du dernier recensement, on dit, on répète, 60% de la population congolaise est jeune. Donc, le dernier recensement remonte de quand? Oh, vous m'attristez, M. Christian Perrin. Non, mais c'est toujours bien de le savoir. Là, vous touchez la fibre sensible du statisticien. Le dernier recensement qui a été fait dans ce pays a été fait en 2007. Et selon 2007. Et selon les recommandations internationales, chaque pays doit faire un recensement général de la population de l'habitat tous les 10 ans. Donc, nous aurions dû en faire un en 2017. Et on a espéré que le recensement soit fait pour que l'on aille à la biométrie dans le cadre des élections qui viennent de se passer. Alors, lorsqu'il y a eu la crise du Covid, que Dieu ait son âme, le Premier ministre Mwamba avait fait une déclaration pour dire, malgré la Covid, vous allez recevoir les enquêteurs pour le recensement de la population. C'était en 2018, il y a 4 ans. Et personne ne parle plus du recensement. J'ai même suivi, il n'y a pas longtemps, la ministre Ingrid Ebuka Babakas qui a tenu la Commission supérieure de la statistique, mais qui a relevé clairement le manque de financement pour les statistiques. Comment vous allez gérer le pays si vous n'avez pas
les outils d'aide à la décision. Et c'est la question que j'allais vous poser. Comment on fait aujourd'hui pour gérer le Congo, finalement? Et on tâtonne. Comme on n'a pas les statistiques. On tâtonne. On tâtonne. On n'a pas. Mais quand je prends, par exemple, le grand débat au niveau des élections, etc., il y a des débats, la maîtrise du corps électoral et tout ça. On a subordonné la biométrie à la réalisation du recensement. Et à chaque fois, depuis qu'on a prévu ça, on ne peut pas le faire parce que l'école. Mais on trouve l'argent pour faire autre chose. Quand il s'est agi de la COVID, on a bien trouvé de l'argent de façon exceptionnelle. Maintenant, là, on vient de trouver plus de 100 milliards pour le plan de résilience. C'est vrai que c'est important. Alors, la statistique, ce n'est pas important. Ce qui vous aide à prendre des décisions, ce n'est pas important. Donc, je crois qu'il y a un dilemme. Et je crois, parce que vous voyez bien que les mascarades qu'on a faites depuis 2009 ne tiennent même pas compte de ces données statistiques. Et aujourd'hui, on est pratiquement dans les décors. Donc, je crois que au niveau de l'emploi, puisque c'est la question que vous m'avez posée, je souhaite ardemment, comme le ministre des Finances, le gouvernement, a commencé par régler le problème de la dette commerciale, mais c'est pour 204 créanciers. Mais j'ai été surpris du montant global parce que le montant ne fait qu'1 milliard. Mais après, je suggère que pour les dettes et les créanciers qui ont un montant supérieur à 10 millions, qu'on s'en occupe et que ça impulse la relance des activités du secteur privé et qu'il y ait un impact sur l'emploi en même temps que l'on va agir pour booster les PME. Je suppose que Madame Nicolo y accordera une attention toute particulière, mais on ne peut les booster qu'à travers le soutien des projets des jeunes, à travers les banques, à travers un certain nombre d'autres mécanismes. Alors, tout à l'heure, je vous ai entendu dire à la fonction publique, le principe était, à un moment donné, une sortie, une entrée. Mais là, on vient d'adopter donc une loi qui repousse, en fait, qui augmente l'âge de la retraite à 60 ans au Congo-Brazzaville, dans un pays où on sait que la population est très pauvre et l'espérance de vie, c'est autour de 50 ans. Quel commentaire en faites-vous? Bon, je parle d'abord de l'espérance de vie. J'ai essayé de fouiller mes archives et j'ai fait des statistiques. J'ai vu que l'espérance de vie lors du recensement de 2007 était pour les hommes autour de 50 ans et pour les femmes autour de 51 ans, ce qui est très faible. Bon, j'ai regardé également le site statistique-de6com.statistique-de6mondial.com et j'ai vu, semble-t-il, que l'espérance de vie, mais ça ne change en rien le raisonnement, est passé pour les hommes à près de 63 ans et pour les femmes à près de 66 ans. Ça, c'est au plan international. Je ne sais pas si le Congo confirme ça. Maintenant, pour revenir à la question essentielle, je pense que le gouvernement est bloqué et confronté à deux situations, M. Christian Père. La première situation qui embête le gouvernement, c'est la difficulté de mettre en place une politique d'emploi qui puisse permettre le recrutement des jeunes. Il vous souviendra que dans la Nouvelle Espérance, on avait prévu de recruter 42 000 jeunes par an, mais vous savez bien que ça n'a pas été possible. Et que quand on a suivi le raisonnement, les gens ne se basaient que sur le recrutement à la fonction publique. J'ai vu que dans le budget rectificatif, il semble qu'on va recruter près de 3 950 personnes, mais ça ne résout fondamentalement pas le problème. Oui, mais je crois que dans une de ses adresses à la Nation, il avait promis sinon recruter 2000 enseignants. Est-ce que ça a été fait? C'est fait par vague, semble-t-il. J'espère, parce que nous constatons que le système éducatif a énormément de problèmes. Donc, je disais qu'il y a ce problème au niveau de la politique, d'une politique qui permette le recrutement des jeunes. Mais de l'autre côté, il y a le problème de la difficulté de la gestion de la situation des retraités. De sorte que les retraités, ils sortent en masse et quand ils arrivent, oui, je peux vous donner quelques indications. Lorsqu'on a parlé des 9 milliards qui ont disparu à la crête, ben, on disait que c'était pour payer 2 mois, novembre et décembre 2016. Donc, à l'époque, à peu près, avec 4 milliards 500, on pouvait payer, semble-t-il, tout le monde. Et après, on a été surpris d'apprendre qu'il fallait 11 milliards. On s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a ce problème des retraités et on veut bloquer déjà au niveau
des retraités, certainement pour rechercher une espèce de stabilité au niveau de la gestion de la crèche et peut-être de la CNC, mais surtout au niveau de la crèche. Mais la situation de la crèche, c'est laquelle, monsieur Christian? Les retraités de la crèche cumulent en dehors des arrérages près de 36 à 40 mois d'arrière. Il faut les payer. Mais ensuite, l'État plonge les retraités dans la pauvreté. Une bonne catégorie des retraités est poussée dans la pauvreté par l'État. Je vais vous expliquer comment. Moi, aujourd'hui, monsieur Christian Pérez, ce que je touche en termes de pension équivaut pratiquement à la moitié de ce que je devrais toucher. Mais ça fait plusieurs années. Pourquoi? Mais parce que ma pension a été calculée sur l'indice 160, alors que les textes existent. Ma pension devrait être payée maintenant à l'indice 300. Et ça fait de nombreuses années. Alors, le gouvernement essaie d'être silencieux là-dessus, mais il ne faut pas qu'il croie que nous oublions. Il faut qu'il fasse les calculs pour qu'il sache exactement ce qu'ils doivent à chacun de nous. Donc, il y a ce problème. Et vous voyez bien qu'en repoussant l'âge de la retraite, avec l'espérance de vie, je peux vous dire, ce n'est pas méchant, monsieur Christian Pérez. Beaucoup de Congolais n'atteindront pas la retraite. Ils seront morts avant. Donc, le gouvernement va gérer un stock de personnes, de retraités. Là-dedans, il y en a beaucoup qui, compte tenu des conditions, vont mourir. Ceux qui continueront à être... Parce que vous avez parlé de faux. Mais les faux touches y compris, la réduction des âges. Il faut reconnaître que beaucoup de nos compatriotes ont réduit l'âge pour rester au maximum. Ensuite, lorsque les Congolais ont perçu qu'on pouvait passer 1 an et ne toucher que 3 ou 4 mois de pension, la tendance était laquelle? La tendance était de s'efforcer à rester au maximum dans la fonction publique parce que tant qu'on y restait, on continuait à toucher normalement son salaire. Et puis, M. Christian Pérez, est-ce qu'une telle décision peut être menée sans une étude sérieuse et profonde pour avoir le contour de tous les tenants et les aboutissants, tant du point de vue de la politique des emplois au niveau des jeunes que du traitement qu'on doit accorder aux retraités? Et moi, je pense, beaucoup ne tiendront pas le coup. J'ai suivi les explications qui ont parfois été données par les gouvernants en disant que les jeunes sont recrutés tardivement et il faut leur donner le temps de travailler et de pouvoir. Mais pour qu'ils soient recrutés tardivement, parce qu'il n'y a pas une politique au niveau de l'entrée qui leur permette d'être recrutés à temps. Oui, mais après, il y aura un impact négatif. Plus les gens vont rester longtemps en poste, moins il y aura des postes vacants pour recruter les jeunes. Monsieur Christian Pérez, cette mesure ou cette loi intervient à quel moment? Cette loi intervient après qu'il y ait eu un bruit dans la société. Parce qu'il y a beaucoup de fonctionnaires qui ont largement dépassé l'âge de la retraite, qui ne partaient pas à la retraite, et après qu'il y ait eu des mouvements sociaux dans des ministères comme le ministère des Finances, où les gens ont choisi pratiquement de chasser des directeurs et des fonctionnaires qui avaient atteint l'âge de la retraite et qui ne partaient pas. Donc, il y a comme une vision, une volonté de vouloir régulariser ces cas. Et à mon avis, ce n'est pas normal. Mais le problème, à mon avis, il demeure entier et le gouvernement doit savoir que pour les retraités comme nous autres, il faut qu'ils pensent à nous aligner à l'indice 300. Il n'y a pas de raison. Parce que quand on parle de la réduction du train de vie de l'État et qu'on respecte, vous avez vu, au Ghana, vous avez vu ce qui s'est passé si vous n'avez pas suivi. Au Ghana, le président de la République a annoncé qu'il a réduit son salaire du tiers parce qu'il y avait une grave crise financière. Mais au Congo, quand on parle de la réduction du train de vie de l'État, on ne veut pas s'y embarquer, on ne veut pas toucher un certain nombre de postes. Quand on parle de lutte contre la corruption, on protège ceux qui se sont enrichis de façon illicite et on continue à faire souffrir la population. Je crois qu'il faut qu'on en tienne compte pour ce que nous devons faire. Alors, M. Clément Mirassa, que dites-vous de ceux qui pensent que cette loi a été également initiée pour protéger les dignitaires qui se sont enrichis illicitement et qui encadrent en fait ce pouvoir? Bon, ça me fait réfléchir, mais pour les protéger, on n'a pas besoin de les maintenir à la fonction publique. Pour les protéger, c'est une question de sécurité.
Si vous vous êtes déjà enrichi, ça veut dire que vous avez assuré, et certainement, et votre avenir, et celui de vos enfants. Ce que vous voulez, c'est la sécurité quotidienne, que vous vivez en paix autour de vous, etc. Mais j'ai senti, j'ai cru comprendre qu'il y avait une volonté d'essayer de régulariser une situation qui commençait. Vous savez bien qu'au Trésor, je prends l'exemple du Trésor, j'ai travaillé au ministère des Finances, il y a des collègues qui sont là-bas, mais vous savez bien qu'il y a au Trésor, il y a des gens qui sont partis en retraite, qui devaient aller en retraite, qui ne sont jamais repartis, qui ont même refusé. Et on s'est dit, comment des individus, des fonctionnaires peuvent s'opposer à une décision militaire? Mais on sent qu'ils sont très forts, puisqu'ils sont restés en poste et qu'avec la prolongation de l'âge de la retraite, ils vont certainement demeurer en poste. Mais je crois que physiquement, il y en a qui ne tiendront pas. Alors, l'actualité politique au Congo-Brazzaville reste aussi dominée par le scrutin, le tout dernier d'ailleurs, le scrutin des législatives 2022, qui a été d'ailleurs caractérisé par des fraudes massives, les tricheries à ciel ouvert, on a vu, des phénomènes bien connus des Congolais, mais qui ont été cette fois-ci mis à nu. Tout le monde a vu parce que, curieusement, les réseaux sociaux n'ont pas été bloqués comme avant. On a laissé donc Internet et là, tout le monde a vu. Alors, quels commentaires pouvez-vous faire des résultats issus de ce scrutin d'abord? Les Congolais savent bien ce qui s'est passé. Mais avant de faire ce commentaire, M. Christian, je vais vous dire une chose. La Fédération de l'opposition congolaise a fait une déclaration de 2 juillet. Et dans cette déclaration, nous avons été clairs. Nous avons dit, nous avons essayé de placer le contexte dans lequel ces élections se passaient. Les gouvernants, pour la plupart, qui ne sont pas en conformité avec la loi, le Parti congolais du travail qui n'est pas en conformité avec la loi, et ils n'ont jamais réagi pour contester ce que nous disions. Et nous avons rappelé aux Congolais que Madingu a été un échec cuisant, que Owando a été une infâme tromperie, une escroquerie politique. Et ce qu'ils viennent de vivre, mais c'est l'application du consensus de Owando, puisque quand tout le monde est revenu de Owando, tout le monde était satisfait, à l'exception d'un acteur politique que vous avez, que TPLR TV a reçu, à savoir M. Walembo, qui vous a dit de façon claire qu'il fallait que le gouvernement arrête de nommer les députés. Est-ce que le gouvernement a arrêté? Non. Et nous avons dit que ces élections se passeraient dans l'irrespect total des lois et règlements de la République. Et nous avons appelé au boycott. Et c'est ça notre premier sentiment, M. Christian Perrin. Nous en sommes très heureux. Au-delà de la vie contestable, je dis bien contestable, des observateurs nationaux et internationaux qui ont dit, avec certains gouvernants, que l'élection s'est déroulée au Congo de la manière la plus parfaite possible, ce qui nous a surpris. Les Congolais ont vidé les urnes. Le taux de participation est faible et il n'y a pas eu d'engouement au niveau de ces élections. Et en ça, nous adressons toutes nos félicitations au niveau des Congolais parce que nous comprenons qu'il y a une forte prise de conscience et qu'en réalité, parce qu'en fait, il y a un acteur politique qui avait déclaré après Madingu, s'agissant de l'élection présidentielle, est-ce qu'on peut aller à une élection dont on connaît les résultats d'avance? Là, on s'est rendu compte que les résultats étaient connus d'avance. Maintenant, les résultats étaient connus d'avance, comment? Je vous rappelle la déclaration de M. Jean-Richard Bruno Itoa. Nous n'avons pas fini de développer le pays, on n'a pas fini Tokoti Kapete. C'est pas ça. Mais c'était clair, le mécanisme est là. Et aujourd'hui, tout ce que nous avons décrit, qui se résume en une phrase simple, depuis le retour au pouvoir du président Sassou en 1997, au Congo, aucune élection libre, démocratique et transparente n'a été organisée dans le pays. Et moi, pour parler de ce que vous dites, les irrégularités, les fraudes massives, etc., j'ai retenu de me faire une certaine visibilité. Et dans la visibilité, je prends la carte du Congo, je me dis ceci. Wesso,
Wesso. C'est le symbole du combat contre la haine tribale, contre le tribalisme et contre la gestion tyrannique du pays. Et de Wesso, pendant cette élection, non seulement que j'ai retenu l'affaire de Motom, mais j'ai retenu le cri de cœur de la fille de Pascal Tchatima Diala. Je ne commencerai pas par la phrase où elle a commencé, mais lorsqu'elle dit « Il n'y a pas de droit dans ce pays de merde ». Et j'ai compris qu'à l'extérieur, c'est comme ça que nous sommes appréciés. Mais quand c'est dit par une jeune, une enfant, une compatriote, ça me va droit au cœur. Si je prends Mouyondi, où l'ancienne présidente de la fédération s'est présentée, je considère que Mouyondi est apparu pour moi pendant cette élection comme le symbole du combat pour la restauration de la démocratie dans ce pays. Le combat pour la lutte contre la fraude, contre la corruption et surtout pour les opposants qu'ils prennent la note comme le combat pour la protection des résultats parce qu'ils n'étaient pas garantis. Évidemment, monsieur Clément Mirassa, puisque vous parlez déjà de la situation de la circonscription de Mouyondi, où madame Claudine Mounari venait de battre Didia Mikolo, c'est bien cela, du Parti congolais du travail. Personne certainement ne s'y attendait, mais évidemment, on peut dire que là-bas, au moins, la démocratie a fonctionné. Cependant, moi, ma question, c'est de savoir, est-ce que vous regrettiez finalement d'avoir appelé à la désobéissance ou disons au boycott de cette élection, alors que vous pouviez, bien entendu, prendre part, comme l'a fait d'ailleurs Mme Mounari, et qui finalement a gagné. Je suis heureux que vous preniez la référence de Mme Mounari, mais j'aurais souhaité, M. Christian Perrin, que vous preniez la référence de Jean-Marie Michel Moukoko. J'aurais souhaité que vous preniez la référence de André Okombi Salissa. J'aurais souhaité que vous preniez la référence de Guy Brice Parfait Kolela. J'aurais souhaité que pour la même élection, et que je n'ai pas évoqué ça, parce que j'ai pris Mosaka comme le symbole pratiquement de l'intolérance, de la violence pendant ces élections. Je souhaite que vous preniez cette image où vous voyez Dave Mafoula comment il s'est présenté. Non, c'est vrai que la question qui est posée, parce que la leçon que Claudine Mounari peut tirer, c'est de dire, parce que Claudine Mounari a également été candidate en 2016, c'est de dire, dans un espace bien précis, si on prend les dispositions, si les Congolais sortent de la peur, il y a moyen d'avancer. Et c'est ça l'un des messages que les Congolais doivent retenir. Il faut qu'ils sortent de la peur. Il faut qu'ils sachent que la Constitution leur donne les moyens de manifester, de faire un certain nombre de choses. Sinon, pour le reste, ce que je dis de Mosaka, j'ai vu des images et des témoignages sur Mungali où je vis, sur l'élection à Mungali 1, mais c'est extrêmement préoccupant. Donc, je dis, il faut louer ce qui s'est fait à Mouyondi. Le souhait, c'est certainement que ça se fait, mais je ne regrette pas, parce que le combat qui est le mien, et je crois qu'il est le combat de beaucoup de camarades, c'est que nous allions vers le règlement de la crise politique, de la crise électorale. Et nous avons souvent dit que pour y arriver, il faut... Maintenant, le pouvoir va faire comment? Monsieur Christian Perrin, le pouvoir va faire comment? Il y a eu un papier qui a circulé sur les réseaux sociaux, comme quoi le maire de Mosenjo aurait écrit au préfet de Guignari pour dire qu'il y a quelqu'un qui n'était pas candidat de nous est sorti. Mais le ministre de l'Intérieur est parti pour aller faire obtenir un démenti. Mais M. Christian Perrin, ça apparaît comme quelque chose de mineur. Mais il faut que le ministre de l'Intérieur s'intéresse à Goma Tete. Parce que Goma Tete, parce que assez souvent, ce qu'on nous reproche, c'est quoi? Vous criez partout quand il y a une élection, les gens se plaignent, etc. Mais Goma Tete est l'illustration de la tricherie à ciel ouvert au Congo. Parce qu'on évidemment, que s'est-il passé à Goma Tete? Est-ce que vous pouvez... Ce qui s'est passé à Goma Tete, j'ai le document. Une publication qui a été faite par le journal Horizon, l'Horizon africain. J'ai le document, et ce document dit ceci. Le candidat de la DRD, candidat
la DRD, partie de la majorité présidentielle, victime de la fraude aux résultats. Et lorsqu'il développe ce qui est mis là-dedans, il met en cause le premier président de la commission locale d'organisation des élections et il met en cause le secrétaire général de la préfecture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la commission nationale électorale n'est pas indépendante. Ça veut dire que les pesanteurs que nous avions, à savoir que le Parti congolais du travail, qui est un parti qui n'est pas en conformité avec la loi, mais dont le président est président de la République, le ministre de l'administration du territoire, qui est membre du bureau politique du PCT, les préfets, les sous-préfets et autres, qui sont les membres. Ça veut dire que même pour Elo Mampouya, qui est membre de la majorité présidentielle, parce que quand je lis la publication qui est faite par le journal, ben c'est Elo Mampouya, en fait, qui se plaint de ce que une stratégie avait été mise en place pour que ce soit la candidate du MCDDI qui soit élue dès le premier tour. Et vous voyez… Oui, mais monsieur Clément Mirassa, dans les faits, que s'est-il passé en substance? Parce qu'on veut comprendre ce qui s'est passé. Oui. Je vais vous dire ce qui s'est passé, puisque là aussi, nous avons une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux qui donne les éléments, mais on peut citer d'autres cas. La vidéo qui illustre ça fait quoi? Fait apparaître quoi, monsieur Christian? Monsieur Elo Mampouya dit ceci à la population et en Lari. Mais en Lari, je dirais facile, puisque tout le monde peut comprendre. Il dit qu'en réalité, il y a eu fraude et vol pendant cette élection. Parce que lui, Elo Mampouya, devrait être élu dès le premier tour. Mais il fait remarquer que quelqu'un qui est sorti 4e, au vu de tout le monde, avec 200 voix au premier tour, se retrouve lors de la proclamation des résultats 2e avec 1300 voix. Monsieur Christian Perrin, cette imitation se fait comment? Quelqu'un qui est sorti 4e avec 200 voix se retrouve lors de la proclamation 2e avec 1300 voix. Et est déclaré aller au 2e tour, c'est-à-dire en ballottage. Et quand on continue la recherche sur les réseaux sociaux, on retrouve une vidéo où cette fois-ci, c'est la suppléante d'Elo Mampouya qui parle, qui dit, je crois qu'à Koulengo, une circonscription, elle donne l'exemple de la tricherie. Elle dit, à Koulengo, la DRD avait 48 voix, le MCDDI avait 18 voix, et dans les documents qui ont été transmis à la CONEL, on a inversé, on a mis 18 au MCD, 48 au MCDDI et 18 à la DRD, partie de la majorité présidentielle. Et je crois que cet exemple mérite méditation, parce que si un parti de la majorité présidentielle subit ce sort, quel est le sort que subissent les opposants? Monsieur Christian Perrin. Et on peut en venir. On peut en venir. Je vais vous citer un autre exemple. Je crois que les interlocuteurs, ils sont vivants, ils ont vécu l'élection. Le ministère de l'Intérieur peut les interroger. J'ai encore 2 exemples. Alors, je suis sur les réseaux sociaux, M. Vivien Manangou, qui est un bon tribun en politique au niveau du Congo, qui fait le 12 juillet, donc 2 jours après la tenue du premier tour, qui fait une conférence de presse pour dire j'ai toutes les données, laissez tranquille, j'ai gagné pratiquement dans tous les bureaux de vote, sauf dans 2. Dans tous les cas, l'écart entre moi et le suivant qui est du PCT est assez grand, mais restez tranquille, ne manifestez pas, attendez les résultats. Et il a donné quelques preuves de la falsification des documents, etc. Monsieur Christian Perrin, j'ai blanchi parce que le ministre Mbaka croyait peut-être décourager les Congolais pour qu'ils ne suivent pas les résultats. Ça a été annoncé à partir de 20h, mais ça a commencé à 1h40 du matin. Ça a été annoncé. Comme d'habitude. Ça a été annoncé depuis 20h le 14, mais ça a commencé. Et moi, j'ai suivi. Et vous savez, quand j'ai suivi, ce qui m'a frappé. Ce qui m'a frappé, c'est que quand je suis les résultats de la circonscription dans laquelle Vivien Manangou était candidat, on annonce celui qu'il croyait avoir dévancé largement, élu avec 75% des voix.
celui qu'il prétendait être venu le voir, le candidat de l'UDH Yuki, qui était venu le féliciter pour les résultats qu'il avait eus et pour dire on va te soutenir, on va travailler ensemble, était deuxième et lui, il était maintenant troisième. Par quelle magie? C'est qui ce candidat? Celui de l'UDH Yuki. Ah, ben, le candidat qui a gagné. Qui a gagné c'est Gaëtan. C'est Tietie 3. Et Gaëtan Kodia, il est du Parti congolais du travail. Il est du Parti congolais du travail. Et j'ai vu que Vivien a introduit un recours. J'espère, mais ça m'a fait sourire. Je me suis dit, mais comment quelqu'un peut prétendre avoir les procès-verbaux des résultats des élections sortis des bureaux de vote? Comment il peut s'en réjouir pour être sorti et dire qu'il a une avance, peut-être qu'ils allaient au deuxième tour de quoi? Et comment la proclamation, il se retrouve troisième. Et celui qui, non, mais vous voyez bien, monsieur Christian Perrin, qu'il y a beaucoup de choses. Et je crois que toutes ces choses méritent d'être élucidées. C'est la même chose pour beaucoup de circonscriptions à Brazzaville. Je ne parle pas des personnes. Ce n'est pas des personnes qui m'intéressent. Je suis statisticien, j'accorde une certaine importance aux chiffres. Quand je prends Makelekele 3, après le premier tour, d'après les chiffres qui ont été publiés par deux des candidats qui étaient candidats dans cette circonscription, il y avait des tendances qui dégageaient clairement ceux qui étaient premier, deuxième, troisième, quatrième. À l'annonce des résultats, il semble que c'est la personne qui était censée être quatrième qui est devenue deuxième. En ballottage. Oui, mais le problème, c'est que vous ne voulez pas nous dire les noms parce qu'en connaissant aussi le nom, ça permet aux téléspectateurs de bien évaluer la situation. Ça, on le sait. Parce qu'il y a eu un autre. Les noms en tête, mais pour ce qui est de. C'est les premiers que je retiens. Pour ce qui est les deux d'ailleurs. Pour ce qui est de Makelekele 3, celui qui était en tête, qui a eu une sérieuse avance au premier tour, il s'appelle Alban Kaki. Je ne le connais pas physiquement. Et celle qui était quatrième s'appelle Mwangassa Prince, qui a été en ballottage, mais qui finalement a remporté l'élection dans cette circonscription. Donc, vous voyez bien qu'il y a eu des cas, mais aujourd'hui, les Congolais ont découvert que le Congo a choisi le très mauvais chemin. Je pense à ce que le président s'assoit dit une fois dans son message sur l'état de la nation 2020, en disant que les difficultés de l'heure ne doivent pas nous amener à emprunter le chemin hasardeux et dangereux de l'anticonstitutionnalité, mais c'est pour autant que les difficultés de l'heure peuvent nous entraîner dans la tricherie, dans la culture du vol, pour espérer développer ce pays. Est-ce que vous pensez qu'en ayant fait le choix de cette culture, franchement, même pour nos enfants, est-ce qu'on peut espérer que ce pays sera développé? Je crois que c'est difficile et c'est l'un des défis qu'il faut retenir pendant cette élection. Quand je vous ai suivi, M. Clément Birassa, je me rends compte que le Parti congolais du travail a dû tricher, même dans ses propres fiefs. Ça, c'est le premier point. Deux, il a même triché contre ses alliés. C'est ce que j'ai semblé comprendre. Alors, il y a aussi un autre phénomène qu'on a observé, ce sont les enfants des responsables politiques. La plupart des politiques congolais ont placé leurs enfants qui ont concouru, bien entendu, à ces élections-là. Est-ce qu'on peut penser que le Congo vient là de basculer vers la parontocratie? Mais je vais quand même relever quelque chose. S'agissant de l'homme Ampuya, je crois qu'il a mis, comme Claudine Munari, je crois qu'il a su mettre en place un dispositif pour protéger ses résultats et l'homme Ampuya a été déclaré vainqueur au deuxième tour. Peut-être, je ne soupçonne personne, peut-être qu'on n'aurait pas souhaité que ce soit lui dans cette circonscription, mais la force des choses et le choix de la population a fait que ce soit lui et je pense qu'il faut accepter. Maintenant, sur ce que vous dites, M. Christian Perrin, c'est dommage et c'est difficile pour le Congo. On ne peut pas interdire à un enfant d'un homme politique de faire de la politique. Mais il faut que ce soit fait de façon honnête. Nous savons, M. Christian Perrin, nous avons vu, George Bush a été président
des États-Unis, après que son père l'ait été. Il a même fait 2 mandats. Mais George Bush n'a pas été poussé par son père. Vous connaissez la procédure aux États-Unis. Pour être investi comme candidat du Parti républicain ou du Parti démocrate, ce n'est pas donné d'avance. Mais nous constatons au Congo. Oui, mais dans le cas du Congo, M. Clément Mirassa, on a eu l'impression que tous les responsables politiques ont présenté leurs enfants. C'est ce qui est curieux. Comme par hasard, tout le monde, tous ces enfants, se sont présentés à ces élections. On peut se mettre à les citer, si on en trouvera pratiquement, si on ne dépasse pas 20, on sera jusqu'à 30. Non, mais il y a un jeune, le jeune Ibarra Peya qui a fait beaucoup de réflexions sur cette question. C'est le danger du Congo. En Afrique, je ne sais pas d'où vient cette conception. Lorsqu'on est président de la République, on pense que lorsqu'on doit partir, c'est le fils qui doit être là. C'est pour ça que quand vous parlez de l'actualité internationale, etc., je me réjouis de ce qui se passe au Kenya. Je crois qu'ils ont eu élection hier. Et je suis très heureux de ce qui se passe au Kenya. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même des pays africains où il y a la limitation des mandats constitutionnels et où un homme politique, un dirigeant, après avoir été présent pendant 2 mandats, estime qu'il doit partir. Ce n'est pas encore le cas en Afrique centrale. Regardons la plupart des pays de l'Afrique centrale, que ce soit le Gabon, que ce soit le Congo, que ce soit la Guinée équatoriale. Nous sommes dans cette vision. Mais est-ce que c'est une bonne vision? Je dis que c'est une mauvaise vision. C'est une mauvaise vision. Mais parce que, M. Christian Perret, je pose aux Congolais une question. Qu'est-ce qui peut pousser un parti au pouvoir qui gagne les élections depuis 2002, toutes les élections, mais qui a amené le pays dans le chaos et qui, en plus, lors des élections législatives et locales, donne la démonstration de ce que tout est basé sur la tricherie. Mais si on est si fier que ça de son bilan, si on est si fier que ça du bon travail, est-ce qu'on aurait à faire ça? Et malheureusement, dans beaucoup de cas, Michel Christian, je tiens à vous le dire, malheureusement, dans beaucoup de cas, les enfants, d'après les réseaux sociaux toujours, les enfants qui ont été poussés par leurs parents, qui ont été mal élus, dans beaucoup de cas, ils ont été très mal élus. Et dans beaucoup de cas, on dit même, dans l'opinion, qu'ils n'ont pas du tout été élus et que c'est le système qui a fait. Et c'est là où on doit se tourner vers la Commission nationale électorale, soi-disant indépendante, parce qu'elle a donné la preuve de ce qu'elle n'était pas indépendante, elle était assujettie et qu'elle ne faisait que exécuter. Et s'agissant de ce point sur la Commission nationale électorale indépendante, je peux m'appuyer sur ce qui s'est passé à Ouesso, M. Christian Perret, parce qu'il faut que les Congolais ont conscience de ce qui s'est passé à Ouesso. Ce qui s'est passé à Ouesso, c'est qu'après la déclaration de M. Motom, cette déclaration qui a suscité beaucoup de réactions, etc., le Parti congolais du travail a retiré M. Motom. Immédiatement après, le ministre de l'administration du territoire a fait une déclaration à la télévision pour demander à la Commission nationale électorale indépendante et à la DGAE de tirer les conséquences de la situation. Ni la CNI, ni la DGAE n'a bougé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le ministre de l'administration du territoire a pris une décision dans laquelle, évidemment, on répète un peu ce que Motom a déclaré. Mais le plus important dans cette décision, c'était de dire que le PCT peut remplacer M. Motom. Quelle est la disposition de la loi ou de la Constitution qui donne ce pouvoir? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas cette décision. D'autant que... Et un candidat en plus qui n'a jamais déposé le dossier, en fait. Écoutez bien, j'en viens, M. Perret. D'autant que M. le ministre de l'administration du territoire avait déjà posé un acte préoccupant. L'acte préoccupant, c'est quoi? C'est le ministre de l'administration du territoire qui avait fixé la période de dépôt de dossier. La date maximale, c'était le 31 mai. Et quand il arrive le 31 mai,
Ça, c'est mon analyse personnelle. Allongé au 7 juin. En fait, il constate que le PCT n'avait pas encore déposé ses dossiers. Le 31 mai, la loi voulait quoi? Mais la loi voulait que ça soit arrêté. Le 31 mai, on devait arrêter, dire ceux qui sont candidats. Bon, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont loué le MAR, ils ont loué le Club 2000, parce que ceux-là avaient déposé les dossiers à temps. Ceux qu'ils n'ont pas cités, évidemment. Et qu'est-ce qu'il fait? Il annonce une prolongation. Il annonce la prolongation sur la base de quoi? Et il prolonge la période de dépôt de dossier. En fait, une forme de, comme qui dirait, de favoritisme. C'est du favoritisme, mais ce n'est pas une forme. Il repousse la période au 7 juin. Maintenant, quand il arrive au cas de Motom, parce que ça se passe vers la fin du mois de juin et le début du mois de juillet, le PCT fait sa déclaration de retrait de la confiance à Motom le 1er, et c'est le 2. Mais est-ce que le 1er ou le 2, le PCT peut désigner un candidat alors que la date limite de dépôt de dossier était fixée au 31 mai, qu'elle a été prolongée au 7 juin? Qu'est-ce qui permet au ministre de l'administration du territoire de faire cette faveur? Ça veut tout simplement dire quoi, monsieur Christian Ferrand? Ça veut dire que les Congolais doivent savoir que le système congolais, qui est un système où on essaye de divertir la population. La commission n'est pas indépendante. Le président de la République est président du Parti congolais du travail. Le ministre de l'administration du territoire, qui joue un rôle extrêmement important dans l'organisation des élections, est membre du bureau politique du Parti congolais du travail. Et quand vous prenez les sous-préfets, les maires, tout ça, ils ont été des personnalités nommées, de sorte qu'il y a un autre, c'est un problème. Et il y a un autre problème, et je veux en venir là-dessus, parce que j'ai suivi une émission. Comme quelqu'un qui disait, le Congo, c'est un des rares pays où on nomme les maires. Ah ben, j'ai suivi, c'est vrai que c'est l'un des... Mais au départ, il n'était pas nommé. Lorsque nous avons fait les élections en 92, les maires n'étaient pas nommés, c'était les gens qui étaient élus à la suite des élections locales. Mais enfin, maintenant, les maires sont nommés, vous voyez bien. Mais je continue, parce que j'ai suivi une émission du Premier ministre chef du gouvernement, et avec Arsène Séverin et puis sa collègue de France, la représentante de France 24, et on lui a posé la question sur les retraits. Parce qu'il y a des candidats qui ont vu leur nom être retirés. Et il y en a d'autres qui se sont pointés, qui ont manifesté, etc. Et le Premier ministre dit ceci, il répond en disant ceux qui ont été retirés sont des membres du Parti congolais du travail et que par la suite, après vérification, on a constaté qu'en fait, ils avaient voulu tricher. C'est vrai que dans la demande qui doit être faite, chaque candidat doit dire à quel parti il appartient. Mais ce n'est pas vrai pour tout le monde. Monsieur Christian Ferrand, vous connaissez bien Monsieur Mabio à Pointe-Noire. Il est du parti Alliance. Vous savez bien que sa candidature a été retirée, oui. À Madinoukai a été retirée. Ça c'est même le Premier ministre qui a demandé qu'on retire la candidature de Zinga Mabio sur instruction du couple présidentiel. Donc, vous voyez bien, mais je continue. Monsieur Ngoyi, qui s'exprime à Makabana, qui est surpris que son nom ait disparu, qui a fait une vidéo que tout le monde a suivie. À ma connaissance, il n'est pas président du Parti congolais du travail. L'arrondissement où la conseillère du président de la République, Claudia Sassou Nguesso, s'est présentée, mais il y avait un Sousa Itoua qui était candidat contre Claudia. Mais il a été retiré. Mais celui-là s'est présenté, était tête d'une liste au local. Et il a fait une revendication. On a pu découvrir le texte. Donc, vous avez une situation. Et c'est pour ça qu'en réalité, il s'agit de nomination. Il s'agit de nomination. Oui, mais ce qui est un peu curieux, c'est de voir un Premier ministre de son État venir mentir devant la presse nationale et internationale. Ça aussi, c'est un problème. Quelle crédibilité pour le Congo? Mais, Monsieur Christian Ferrand, je ne fais pas de commentaires là-dessus, mais je vais vous dire une chose. Les gouvernants
Et vous savez bien, les gouvernants, mais ils ne sont pas en conformité avec la loi. Quand le Premier ministre parle de la concertation de Wando, il parle des partis réguliers. Il dit que ceux qui ont été sont des personnalités régulières. Mais je dis et je le dis que le Premier ministre n'est pas en conformité avec la loi. Le président de l'Assemblée n'est pas en conformité avec la loi. Le président du Sénat n'est pas en conformité avec la loi. Le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Donc, vous avez un cas inédit au monde qui nous ridiculise. Un parti qui n'est pas en conformité avec la loi, qui remporte aux élections législatives une majorité écrasante de 112 sièges, c'est-à-dire 74%. Et apparemment, c'est le seul parti qui a eu des candidats uniques. Ils étaient nombreux en plus. Le Premier ministre lui-même également, candidat unique dans sa circonscription. Monsieur Christian Perrin, c'est pour ça que les statisticiens ont beaucoup d'ennemis. C'est pour ça qu'on ne les aime pas dans la société. Vous parlez des candidats uniques. La majorité des candidats uniques, c'est dans la partie septentrionale du pays. Il faut le dire. La majorité des candidats uniques. Dans la Lekwala, il y en a 3. Dans la Sanga, il y en a 2 ou 3. Dans la Cuvette, il y en a 7. Dans les plateaux, il y en a 5. Dans le Poule, il y a le Poule, mais je peux dire, le Poule Nord, il y en a 2. Le Poule Nord. Mais qu'est-ce qui justifie cela? J'ai entendu l'explication donnée par le Premier ministre. Moi, je pense qu'il y a eu des pressions. Je pense qu'il y a eu des pressions. Parce que vous ne pouvez pas... Ils avaient peur de la compétition ou bien? Mais d'après vous, pourquoi, d'après ce que vous avez dit vous-même, pourquoi le couple présidentiel aurait intervenu pour que Mabio ne soit pas candidat? Ils étaient 2, Tengo et Mabio. S'ils sont 2, je crois que... Pourquoi on aurait souhaité? Mais Mabio, le parti de Mabio, le parti Alliance, a bien expliqué aux Congolais qu'il a été appelé par le Premier ministre, qui lui a signifié qu'il devait retirer sa candidature. Mais qui vous dit que ça ne s'est pas passé comme ça ailleurs? Vous croyez, regardez, quand vous prenez la carte du Congo, vous prenez la carte du Congo, en fait, l'élection n'a lieu que dans la partie sud du pays. Parce que, regardez, il faut prendre et commencer par le haut. La Likwala, 9 candidats, tous les 9 PCT. La Sanga, 9 candidats, tous les 9 PCT. La Cuvette Ouest, 7 candidats, c'est tous les 7 candidats PCT. La Cuvette, 13 candidats, tous les 13 candidats PCT. Maintenant, quand vous arrivez au plateau, 14 candidats. Le plateau, il y a 14 candidats. Le PCT a 12 et vous avez l'UPDP qui a un siège et la DRD qui a un siège. Mais les deux sont des partis de la majorité présidentielle. Donc, quand vous prenez toute la partie septentrionale, c'est la chasse gardée du Parti congolais du travail. Et oui, apparemment, ce n'est plus une chasse gardée, parce que si c'était une chasse gardée, il n'y aurait pas des candidats uniques. Il fallait aller à l'élection pour comprendre si réellement c'était une chasse gardée. Parce que là, je viens de comprendre la subtilité d'ailleurs d'avoir évidemment eu des candidats uniques, parce qu'on craignait une compétition où les habitants, j'allais dire, nos compatriotes de la partie septentrionale qui pouvaient gagner l'élection et qui n'accepteraient pas la tricherie du PCT pouvaient évidemment conduire au trouble. Voilà ce qu'ils ont évité. C'est pas comme quoi même le Parti congolais du travail n'a plus la main mise dans la partie septentrionale. Non, ce n'est pas seulement ça qu'ils évitent, M. Christian Perrin. Ce n'est pas ça qu'ils évitent. Ce qu'ils évitent surtout, c'est de donner la possibilité à quelques hommes politiques tribuns de venir faire passer un message qui va comme donner un éclairage aux populations de cette zone. Monsieur Christian Perrin, expliquez un peu aux Congolais la violence qui s'est abattue sur Dave Mafoula, qui était candidat à Mosaka. Vous avez vu comment il était défiguré. Mais on a fait voter la force publique quelques jours avant pour qu'elle garantisse la sécurité des élections des civils. Mais comment expliquer qu'un ancien candidat à la présidence de la République, de surcroît
candidat à l'élection législative, ait pu subir le sort qui a été celui de Dan Mafoula. Je ne sais pas si vous avez vu cette photo où il est sur un lit extrêmement Oui, bizarre. les vidéos ont circulé, les images ont circulé, tout le monde a vu sur les réseaux sociaux. À la gendarmerie. Qu'est-ce qui explique ça? Qu'est-ce qui explique ça? Et la force publique devrait s'en expliquer. Il a même été retenu à la gendarmerie, comme vous l'avez dit. Il a été retenu à la gendarmerie, soi-disant, je le dis avec beaucoup de réserve, sans soin. Sans soin. Ce qui, au plan humanitaire, est quand même une situation extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Et ça vous fait penser au sort des gens comme André Okombi-Salissa, comme Jean-Marie Michel Mokoko, etc. C'est un peu. Donc, voilà, brosser un peu la situation. Alors, pendant que vous parlez de Jean-Marie Michel Mokoko, Okombi-Salissa, nous allons faire un cap à l'étranger parce que le temps qui nous est imparti touche pratiquement à sa fin. C'est pour parler de la grâce présidentielle accordée à l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, qui était sous le coup, bien sûr, d'une peine de 20 ans de prison, mais aussi à près de 3000 autres prisonniers par le président ivoirien, le président actuel, Alassane Ouattara. Quel commentaire faire de cette grâce présidentielle? Et on va voir un peu, on va faire aussi un petit lien avec ce qui se passe au Congo. Monsieur Christian Perret, vous avez suivi la violence des événements en Côte d'Ivoire. Vous avez suivi dans quelles conditions le président Laurent Gbagbo a été arrêté. Vous avez suivi comment le président Gbagbo a été transféré à La Haye. Et vous avez suivi il a passé pratiquement 10 ans, tout ce combat qu'il a mené. Et je me rends compte que c'est véritablement une belle politique. Mais nous avons déjà attiré l'attention en disant qu'en matière de climat, d'apaisement et de décrispation de la situation politique, le Congo fait exception. La Côte d'Ivoire, les autres pays, le Mali et autres, ont adopté des politiques d'apaisement. Il n'y a pratiquement plus d'exilés là-bas. Il n'y a pratiquement plus d'exilés. Ils sont dans une démarche de réconciliation nationale. Vous avez vu cette photo que tout le monde a vue à travers le monde, voyant le président Ouattara avec les anciens présidents Bédié et le président Laurent Gbagbo. Et vous voyez l'annonce de cette grâce présidentielle. On a vu ça aussi à Ouagadougou, lorsque tous les présidents se retrouvaient. C'est une dynamique qui est en marche. Et nous espérons que le Congo va suivre cette marche. Je vous ai déjà dit, M. Christian Perret, je vous ai déjà dit, le Congo est dans le chaos. La situation que nous vivons est désastreuse. Comment on espère avancer pendant que nous nous réjouissons, nos gouvernants se réjouissent de parler du dialogue, d'envoyer des émissaires dans le monde entier pour qu'on fasse un dialogue national inclusif où tout le monde prendra part. En Libye, on parle de dialogue au Tchad, on parle de dialogue en République centrafricaine, mais pourquoi au Congo, on ne parle pas de dialogue? Ce que nous venons de vivre au plan des élections doit se résoudre comment? Parce que j'espère, M. Christian Perret, qu'au sortir de ces élections, je crois que les gouvernants vont tirer la leçon de ce que les mascarades qu'ils font à l'approche des élections ne vont plus avoir lieu. Parce que regardez, il y a eu Madjimou en 2020, à l'approche de l'élection présidentielle. Il y a eu l'élection présidentielle en 2021. Il y a des recommandations qui ont été faites pour améliorer le système. Rien n'a été fait. Le gouvernement s'endort, il dort comme sur ses lauriers. Il attend quelques 8 mois avant l'élection, la tenue de l'élection, alors qu'il y a déjà beaucoup de recommandations qui ont été faites. Je rappelle par exemple qu'Aïvo, il avait été demandé au gouvernement de mettre en place un timing de réalisation des opérations préélectorales, électorales et post-électorales pour éviter la précipitation. Regardez ce qui s'est passé. Le ministre de l'administration du territoire a fait le tour du monde, de la République pour parler des cartes des électeurs, pour dire que les chefs de quartier, de blocs ou de villages les retenaient, les vendaient. Vous avez vu le scandale des cartes des électeurs. Et quelle est la sanction? Absolument rien n'est fait. Vous avez vu le scandale des procurations, des sous-préfets, des maires qui ont signé des procurations sans mettre des noms d'avance et se jeter dans la nature. Ça a permis des votes multiples.
Est-ce qu'on va commencer, on va continuer comme ça? Non, c'est pour ça, revenons au problème que vous nous avez posé. Monsieur Christian Pellet, vous connaissez ma position. Je crois que l'un des aspects pour que le Congo sorte de la crise multidimensionnelle qu'il connaît, qui a un volet politique extrêmement important, qui a un volet électoral que tout le monde vient une nouvelle fois de découvrir, il faut que nous allions véritablement à la décrispation du climat politique, à l'apaisement, en favorisant le retour des exilés au pays, en libérant les prisonniers politiques et en allant vers ce dialogue national inclusif pour que l'on remette les choses sur les rails. Monsieur Christian Pellet, qui a dit dans ce pays que jamais, 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 je ne pourrais accepter que la Constitution ne soit violée. Nous en sommes où? Qui a dit dans ce pays que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter? Où en sommes-nous? Qui a dit que les difficultés de l'heure ne doivent pas nous amener à emprunter le chemin hasardeux et dangereux de l'anticonstitution? Où en sommes-nous? Vous voyez bien que même du point de vue de la crédibilité extérieure, aujourd'hui, le Congo n'a pas sa place dans le Conseil des Nations. Et nous tous, nous en souffrons. Nous en souffrons parce que nous ne le méritons pas. Et nous méritons mieux. Évidemment, je voulais ajouter. Oui, je vous en prie. Je voulais ajouter, M. Christian Pellet, je suis heureux que vous ayez épinglé la Côte d'Ivoire. Mais vous n'avez pas épinglé la Côte d'Ivoire du bon côté. Parce que pendant qu'on parle de la crise, etc., vous avez vu ces mesures économiques et financières que le président Ouattara a annoncées à l'endroit des Ivoiriens, à l'endroit des fonctionnaires. Vous avez vu tout. Ça a fait, il a estimé globalement le coût de ces mesures à un peu plus de 220 milliards de francs. Mais la crise, on dit qu'elle est mondiale. Comment expliquer que dans des pays comme la Côte, ça veut dire qu'il y a des pays où il y a la transparence et où on se préoccupe de l'amélioration des conditions de vie du peuple, des populations et où on avance. Voilà l'ajout. Évidemment, donc, voilà, ces mesures ont été prises en relation, bien entendu, de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Nous savons qu'au Congo, d'ici là, je crois lundi, le Congo aussi doit célébrer son 62e anniversaire d'accession à l'indépendance. Probablement que vous avez un message à passer aux Congolais. C'est le moment. Moi, le message, en quelques mots, bien entendu. Le message que je passe aux Congolais est simple. On vient de vivre une élection catastrophique, désastreuse. Vraiment, ça ne se passe de commentaire. Ça a été des élections de la honte. C'est le mot qui convient. Mais je crois que les Congolais ont réalisé qu'ils doivent sortir de la peur. Que s'ils sortent de la peur, ils peuvent obtenir. Parce qu'ils ont des droits. Et ces droits sont constitutionnels, ils leur sont reconnus. L'expression, la manifestation et le reste. Et si nous voulons que l'on avance, il ne faut pas que nous passions notre temps seulement à critiquer les dirigeants. Il faut que nous nous organisons également pour que nos problèmes, nous les posons véritablement et que nous avancions. Monsieur Christian Pellet, vous avez suivi ce qui se passe au Sénégal. Vous avez suivi ce qui se passe au Sénégal. Vous avez vu que le parti ou les soutiens du président Macky Sall, qui avait près de 125 députés à l'Assemblée, ont perdu plus d'une quarantaine de députés. Et que l'opposition, comme Marine Le Pen en France, a fait une percée où ils sont arrivés à accrocher 80. Non, au Congo, c'est faisable. Vous m'avez posé la question de savoir si on va continuer à boycotter. Monsieur Christian Pellet, il faut que ce boycott s'arrête un jour. Mais ça dépendra de la volonté des Congolais. Mettons-nous debout. Faisons en sorte que nous battons véritablement pour la restauration de la démocratie dans ce pays. Faisons en sorte que nous battons pour que ce pays sorte de la crise multidimensionnelle. Et moi, j'apporterai ma contribution et je suis prêt à agir avec les Congolais de bonne volonté pour que nous fassions avancer les choses et que nous progressions. Alors, aux Congolais, donc, de sortir de leur torpeur, mais est-ce qu'on peut s'attendre à une surprise de la libération du général Jean-Marie Michel Moukoko et Kombi Salissa
à la célébration du 62e anniversaire du Congo, Mais l'indépendance du Congo. Vous posez la question à quelqu'un qui ne souhaite que ça. Notre souhait le plus ardent, c'est celui-là. Je vous sais aussi, oui, évidemment, je vous sais chrétien, donc votre prière peut jouer. Espérons bien. Bon, le Congo est laïque, mais je vais me permettre de dire que nous allons prier également pour ça. Mais vraiment, 6 ans, c'est déjà beaucoup. Et je crois qu'il serait bon que les Jean-Marie Michel Moukoko et André Okombe Salissa sortent. Ils ont encore beaucoup de choses à apporter à ce pays, je crois. Et je crois qu'on peut être suspendu à ce qui nous sera dit le 15 août. Et je peux déjà vous dire, personnellement, ce n'est pas la peine de me poser la question après. Si ce n'est pas ça, Clément Merassa sera parmi les plus déchus de cette situation. Et nous Merci. Alors, donc, à côté du général Jean-Marie Michel Moukoko et le député André Okombe Salissa, il y a bien d'autres Congolais aussi qu'on n'a jamais cité de nom. Ils sont nombreux d'ailleurs, mais espérons bien qu'un jour ils retrouveront donc leurs droits, ils seront libérés. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, Monsieur Clément Merassa. Je rappelle que vous êtes président de la Fédération d'opposition congolaise. Vous êtes en train de réagir sur l'actualité du Congo et l'actualité internationale. Encore merci de votre disponibilité. Moi aussi, à vous aussi. Merci et à la prochaine. À vous aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. En tout cas, merci d'avoir encore choisi Teler TV. Likez, partagez. Vous pouvez également nous soutenir en envoyant des étoiles. Cela va garantir évidemment notre indépendance. On se dit donc à très bientôt. Merci.